nous pour le grand débat dont on va plus loin. Sophie Taillé-Polian, bonsoir. Vous êtes sénatrice du Val-de-Marne, membre du mouvement Génération. Jean-Sébastien Ferjou, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur de la publication Atlantico. Et Éric Joly, bonsoir et bienvenue. Vous êtes fondateur du cabinet de conseil Clé, ancien directeur général des collectivités locales au ministère de l'Intérieur. On va d'abord rester dans un premier temps très précis sur ce point des buralistes qui vont se mettre à vendre des billets de train. Des bureaux de tabac qui se transforment en point relais de service public, c'est un peu ça, c'est comme ça que vous percevez l'initiative, Sophie Taillé-Polian. Comment vous la voyez ? Écoutez, je vois comme une initiative qui vise quand même à essayer de solutionner un gros problème initial qui a été créé par la mise en place de tarifs visiblement assez complexes et puis surtout la disparition de guichets et le retrait en termes de retrait d'agents pour renseigner, pour vendre les billets. Donc après, on peut toujours dire qu'il faut aller là où les Français sont. Mais enfin, les Français qui veulent prendre le train, ils sont dans les gares. Ils vont forcément dans les gares, donc ce serait quand même bien que les gens puissent avoir toutes les informations et acheter les billets dans les gares. Et finalement, on peut trouver cela pragmatique ou une initiative complètement ubuesque ? Comment vous la voyez, vous, Jean-Sébastien Ferjou ? Non, je ne pense pas qu'elle soit totalement ubuesque, parce que bien sûr qu'on peut dire qu'il faut qu'il y ait des points de vente dans les gares, ça paraît tomber sous le sens quand on le voit de loin, mais il y a aussi beaucoup de petites gares où finalement il y a très peu de gens qui achètent concrètement des billets, parce qu'il y a des automates où beaucoup de billets sont désormais achetés en ligne. Donc ça n'a pas forcément de sens en termes de rationalité économique de laisser des agents qui vont servir finalement 4 personnes dans la journée. Maintenant, pris dans l'autre sens, il est important aussi pour la SNCF de savoir répondre à sa clientèle. Il y a eu le cas il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui précisément étant malvoyant, n'avait pas pu acheter un billet dans une gare dans la région du Grand Est, si je me souviens bien, et qui avait du coup eu une amende dans le train alors qu'il était de lui-même venu voir le contrôleur. Donc là, pour le coup, ça me paraît ubuesque. Il faut essayer de mettre de l'intelligence dans les choses. Après, pris à un autre degré, la SNCF a un problème dans la répartition de ses effectifs. Il me semble que la SNCF a une administration qui est très très lourde et qu'on a beaucoup renoncé à, mais c'est le cas bien souvent dans le service public, on a beaucoup renoncé aux agents qui, eux, étaient les plus actifs sur le terrain. Les agents de terrain. L'idée n'est pas sortie du chapeau ces dernières heures. Guillaume Pépi l'avait déjà plus ou moins annoncé, cette initiative. Éric Joly, c'était dans le Parisien en février dernier. Voilà ce qu'il avait dit. Il y a beaucoup de bureaux de tabac, on vend de moins en moins de cigarettes, on pourrait vendre autre chose et les billets de TER, c'est une vraie bonne idée. Le service public, c'est aussi du pragmatisme. Vous êtes d'accord, Éric Joly ? Je pense qu'il faut voir aussi du point de vue des commerces et donc des tabacs, mais aussi des cafés et d'autres commerces qui, dans de nombreuses agglomérations, petites villes, voire villages, disparaissent. Et on est partout à la recherche de recettes complémentaires, mais c'est vrai aussi pour le service public, c'est vrai aussi pour la Poste, dont le courrier diminue, elle essaye de développer de nouvelles activités. Donc c'est intéressant qu'on cherche à maintenir des points de contact, et ces points de contact, il faut qu'ils aient une activité suffisante. Donc ça me paraît une solution pragmatique plutôt intelligente. Le seul reproche qu'on pourrait faire de ce point de vue-là, c'est de dire que ça pousse les gens à aller dans les tabacs. Bon. C'est beaucoup. Ça, c'est pas tout à fait compatible avec la politique globale. Pas cohérent en tout cas avec la politique anti-tabac. Mais néanmoins, des tabacs, il en faut. Il ne faut pas que le tabac, d'ailleurs, comme on le voit, ils font aussi d'autres activités. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est de maintenir des points de vie et de rencontres dans les villages et dans les villes. Et pour ça, on a besoin de regrouper des activités. Sophie Taillé-Polian. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait une bonne chose de pouvoir permettre à un certain nombre de petits commerces de garantir une certaine activité pour qu'elles puissent rester dans des endroits qui ne sont pas forcément très, très fréquentés sinon. Après, donc pour vendre des billets de TER, des billets simples, les choses faciles, pourquoi pas ? C'est une très bonne idée. Cela dit, le problème de l'accès au service public, il se pose souvent pour les cas un petit peu plus complexes. Quand on a besoin de renseignements et qu'on n'est pas en mesure, qu'on n'a pas la possibilité, qu'on n'a pas les connaissances, pour se renseigner via les outils dématérialisés. Et c'est là que la difficulté réside, parce que souvent on veut faire des points de contact, mais dans ces points de contact, en fait, on ne peut régler que les choses faciles, que les gens en fait arrivent à faire. Quand on a besoin d'accès aux services publics de manière plus approfondie, avec un vrai contact, on a besoin souvent de gens qui ont des compétences importantes, parce qu'on a soit une difficulté avec un problème complexe, soit on a du mal à aller, je dirais, au plus simple, finalement. Et c'est là, par exemple, quand on voit le gouvernement qui propose une réforme de l'accès aux services des trésors publics. Il nous dit, on va augmenter le nombre de villes dans lesquelles il y aura ces fameux points de contact. Mais seulement, on ne sait pas qui y aura derrière ces guichets
points de contact, s'il y a des gens qui en fait savent tout faire, mais ne savent rien faire de compliqué, en fait, on ne résoudra pas le problème de l'accès aux services publics. Donc, c'est là que réside un petit peu le paradoxe, d'augmenter le nombre de points où on peut avoir accès, mais accès à quoi ? Accès à ce qu'il y a de plus simple. Donc, ce n'est pas là qu'est le besoin de proximité. Ça demande une stratégie beaucoup plus fine. Alors, rappelons que cette évolution des services de la SNCF, vous l'avez dit, est une conséquence de la disparition des guichets dans les gares. Est-ce à dire qu'on va doucement, mais sûrement, vers une élimination des guichets dans tous les services publics ? Je vous invite à écouter attentivement cette pastille faite par Samia Dechir. Notre journaliste a vérifié les chiffres, rien que les chiffres. Regardez, c'est certifié conforme. Fin 2018, le défenseur des droits tire la sonnette d'alarme. Il reçoit de plus en plus de plaintes sur le manque d'interlocuteurs dans les services publics. Sont-ils vraiment moins nombreux qu'avant ? En 1980, la France comptait 3,8 millions de fonctionnaires. En 2017, ils étaient 5,5 millions, soit une augmentation de plus de 44%. Mais parmi eux, combien travaillent derrière un guichet accessible aux usagers des services publics ? Difficile à savoir. On a posé la question sans succès au ministère de l'Action publique. Alors on s'est intéressé au nombre de guichets sur le territoire français. Et dans la plupart des secteurs, la tendance est à la baisse depuis 40 ans. C'est dans les maternités que les fermetures ont été les plus nombreuses. 784 communes étaient équipées en 1980 contre 416 en 2017, soit près de la moitié d'établissements en moins. Sur la même période, la France a fermé 35% de ses centres d'impôt et près du tiers de ses gares. À rebours de cette évolution à la baisse, Pôle emploi a ouvert de nombreuses agences. 1535 communes sont aujourd'hui équipées contre 434 en 1980. C'est presque 4 fois plus de guichets en 40 ans. Les maisons de retraite sont également plus nombreuses. Le nombre d'établissements a été multiplié par 2 sur la même période. Des progressions notables qui restent toutefois des exceptions comparées au nombre de fermetures dans les autres secteurs. Si l'on s'en tient au nombre de guichets sur le territoire, alors oui, Jacques Toubon a raison de dire que la présence humaine a reculé dans les services publics. Voilà pour la démonstration de notre journaliste Samia Dechir. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Sébastien Ferjou ? Est-ce qu'il faut craindre ? Est-ce qu'on va vers une disparition des services publics de proximité ? Je crois qu'il y a deux choses qui se jouent en parallèle. Quand on dit que la présence humaine a diminué dans les services publics, elle a diminué des deux côtés du guichet. Et c'est tout le défi auquel sont confrontés effectivement les services publics. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-il rationnel de laisser quelqu'un qui va répondre à 3-4 intervenants seulement dans une journée parce que les autres, eux, se sont mis à utiliser des services dématérialisés. Maintenant, comme vous le soulignez, effectivement, l'ensemble de la population ne s'est pas encore converti à ces services et ne peut pas forcément le faire. Et ne peut pas forcément le faire. On sait très bien qu'il y a des catégories de gens, soit parce qu'ils vont avoir des problèmes peut-être d'illettrisme, ou parce qu'ils sont plus âgés et que ça leur paraît... Est-ce que le rôle du service public Oui, derrière l'électronisme, bien souvent, on retrouve assez vite... Je sais bien que c'est plus large, mais on retrouve assez vite de l'illettrisme. Et c'est toute la difficulté, justement, d'arriver à mettre en place un service qui s'adresse à cette catégorie de population. Après, on le mélange, là, on met n'importe quoi dans le mixeur, parce qu'on est aussi en train d'y mettre des considérations sur l'aménagement du territoire, ou alors sur le sauvetage de certains commerces. Mais c'est autre chose. Je pense qu'à vouloir traiter trop de dossiers en même temps, on n'en traite aucun correctement. C'est le point, je crois, par rapport à ce que disait Madame, sur est-ce que les gens seront compétents derrière, puisqu'ils accueilleront à la fois sur tel sujet. C'est le projet que le gouvernement a annoncé, que le président de la République a annoncé, des maisons France Service, qu'il veut généraliser, une dans chaque canton. Effectivement, traiter à la fois des impôts, des allocations familiales, etc. Et c'est sans doute très, très difficile en profondeur. C'est au moins un point de contact qui peut permettre aux gens, alors qu'ils souffrent d'électronisme, de se faire aider pour faire les démarches et pour utiliser ces outils avec quelqu'un qui, à défaut d'être compétent sur le fond de toutes les matières, peut au moins être compétent dans le maniement des outils et savoir au moins... Après, le sujet est la complexité en tant que telle, parce que de toute façon, même quand vous avez un interlocuteur réel en face de vous, bien des fois, quand vous n'êtes pas exactement dans le cas classique, vu la complexité des règles en France, c'est très courant. De toute façon, c'est la complexité des règles en France. Oui, mais la présence humaine change les choses.
change les choses, rassure. Mais pas seulement, malheureusement. Oui, elle rassure. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Pour autant, elle ne répond pas forcément parce que de toute façon, l'enjeu, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Dans un certain nombre de cas, l'administration est tout simplement incapable de vous donner elle-même la réponse. Elle est capable de vous dire « Ah là, vous avez mal fait ». En revanche, quand vous lui posez la question « Comment est-ce que j'aurais dû faire ?», c'est le cas sur les allocations familiales, c'est le cas pour un certain nombre de petites entreprises aussi qui sont confrontées à ces difficultés-là. Il n'y a pas de réponse en face, même quand vous avez un interlocuteur humain. C'est vrai qu'on peut se poser la question quand même d'une certaine bureaucratisation, qui d'ailleurs est avancée aussi dans la sphère privée. Et quand on voit qu'il y a une augmentation du nombre de fonctionnaires et comme ça un retrait des services publics d'accès direct, quand on voit qu'il y a une augmentation aussi des procédures et de leur complexité. Moi, j'ai observé dans pas mal de collectivités territoriales qu'on avait réduit soit les horaires d'ouverture, soit l'accès direct aux services publics, mais qu'on recrutait des spécialistes très pointus en marché public ou en autre chose qui font des choses utiles. Mais je veux dire, il y a peut-être aussi un niveau de bureaucratie sur lequel il serait peut-être temps de réfléchir, avec aussi des cadres dans la fonction publique comme dans le privé, qui passent beaucoup de temps à remplir des tableaux, qui sont-ils analysés un jour? On ne le sait même pas. C'est un peu ce qu'on appelle parfois la cantophrénie. Donc il y a certainement, à mon sens, un certain nombre de choses qui doivent être revues pour remettre des gens sur le terrain. Mais remettre des gens sur le terrain en situation de faire. Parce que quand on a des outils informatiques qui sont tellement figés dans leur fonctionnement que finalement, l'agent qui a la souris en main n'a pas de marge de manœuvre et n'a pas en fait de capacité d'agir, bien ça ne sert pas forcément à grand-chose. Donc il faudrait à la fois remettre des gens sur le terrain, mais qui soient en capacité d'agir. Et aussi peut-être, au-delà de missions tellement bornées, qu'elles en deviennent peut-être aussi pas très agréables à remplir, de leur redonner un sens de service public, au sens aussi de proximité, de lien social. Car ça a un prix, ça a un coût peut-être en termes de rationalité, mais ça a aussi une vraie valeur en termes de présence sociale et de lien social sur notre territoire. Mais il y a aussi bien des contradictions de la part de la société française. Quand vous preniez l'exemple des maternités, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est pas juste par volonté de réduire les dépenses publiques, c'est en raison de normes sanitaires. C'est parce que les exigences en matière de sécurité et de mortalité infantile ont beaucoup augmenté et qu'on a considéré, alors après, je ne suis pas expert en la matière, mais en tout cas, il semblerait qu'un certain nombre d'experts sanitaires, eux, disent que les petites maternités qui ne pratiquent pas suffisamment de naissances chaque année étaient plus dangereuses. Alors après, elles le sont dans des proportions qui peut-être relèvent de la virgule, sauf que si vous avez la malchance d'être celui qui est derrière la virgule, concerné humainement par ça, et la société française est très paradoxale de ce point de vue-là, justement, parce qu'on veut à la fois pouvoir faire les choses sur un smartphone et vouloir éventuellement avoir un interlocuteur en face de nous. On voudrait que le territoire entier soit équipé, mais après on se lamente aussi sur le fait que dans un certain nombre de grandes métropoles, il n'y ait pas non plus suffisamment de services publics. Et donc, à un moment, il y a des arbitrages à faire, et bien souvent on ne les fait pas parce que le politique est devenu une espèce de machine à courir derrière les élections, et donc à chaque fois, on fait semblant de pouvoir satisfaire tout le monde. Non, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il faut savoir parfois trancher. Éric Joly. Je crois que l'accès aux soins plutôt était en retrait, donc la santé est déjà en retrait. Il y a l'augmentation du nombre des fonctionnaires est évidemment considérable, les chiffres qui ont été donnés, mais en même temps, il faut bien dire qu'il y a eu une multiplication des équipements, des services publics, globalement. Alors, il y a vous parlez de la numérisation, vous voulez dire que non, je parle, il y a beaucoup plus d'équipements culturels, il y a beaucoup plus de piscines qu'en 1980. Il faudrait comparer, si vous voulez, on ne peut pas juste donner le nombre des fonctionnaires sans comparer les services qui sont offerts en face. On oublie aussi de dire que en 1980, ils travaillaient 40 heures. Et que maintenant, dans certaines collectivités, ils travaillent 32 heures. Donc tout ça joue aussi en termes d'ouverture. C'est un ensemble. Ce sont des choix qui ont été faits. La numérisation, elle est apparue comme un remède justement pour réduire le coût de fonctionnement. Mais il est clair que ça a deux conséquences. D'une part, ça élimine une partie de la population qui a du mal, souvent. Et puis d'autre part, ça limite la possibilité de garder, pour les raisons qui ont été expliquées, de garder des guichets ou des interlocuteurs. Mais est-ce qu'on ne sous-estime pas le phénomène? Parce qu'on a pris l'exemple assez symbolique des guichets, de la présence humaine derrière un guichet, mais finalement on sort d'une crise des gilets jaunes. On a beaucoup entendu, les services publics ne sont pas là. On a perdu ces points de contact, en tout cas dans certains territoires, pas tous évidemment et certainement pas à Paris, mais dans pas mal de territoires, on a le sentiment que les gens se sont sentis isolés aussi des services de l'État par la perte de ces guichets. On sous-estime ça ou parce qu'on sort de cette crise quand même, qui était liée à ça. Pour moi, on sous-estime ça, et même si je dirais, certains guichets n'ont pas fermé. Vous parliez de Pôle emploi.
Bon, alors déjà, il y avait les guichets ACDIC et les guichets, le nom m'échappe là, mais Agence ANPE, qui ont fusionné. Et au niveau du patrimoine, il y a quand même eu une baisse du nombre de sites. Mais vous parliez de la ruralité en disant, mais en ville aussi, et notamment dans les territoires de banlieue, dans les territoires de relégation sociale. Moi, ce que j'observe dans mon département, c'est qu'à Vitry-sur-Seine, par exemple, il y a toujours l'agence Pôle emploi. Mais seulement maintenant, elle est fermée le matin. Et accessible uniquement sur rendez-vous, avec une longue file d'attente. Pour obtenir un rendez-vous. Donc on a des services publics qui on sont a plus aussi on a quand même aussi, même si le bâtiment est toujours là, une rationalisation, mais un éloignement, parce que quand on travaille que le matin et qu'on est disponible que l'après-midi, c'est pas possible, et que l'agence elle est ouverte. Et donc on crée finalement un parcours du combattant pour avoir accès aux services publics. Et ça crée de l'exaspération, de la frustration et de la colère. Et ça crée un sentiment profond d'injustice. Après, il y a rationalisation et rationalisation, parce que dans le cas et dans la ville que vous citez, je pense qu'on pourrait être ouvert toute la journée. C'est autre chose que d'être présent dans un chef-lieu de canton, par exemple pour le trésor public, parce que bien souvent, il y a des permanences qui sont ouvertes et personne ne se présente dans la journée. Donc c'est profondément différent. C'est-à-dire que ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il peut y avoir des mauvais médecins et des bons médecins. On met derrière la rationalisation bien des choses. Quand on met derrière la rationalisation des choses qui visent en fait simplement à essayer de réduire les dépenses, parce qu'on n'a pas le courage de s'attaquer à une réforme profonde du mode de fonctionnement pour faire en sorte que précisément les agents qui sont les plus actifs soient aussi ceux qui soient les plus soutenus ou les plus portés par les services publics, tandis que d'autres peut-être, j'en sais rien, ceux qui remplissent les tableaux dont vous parliez tout à l'heure, dont on n'est pas sûr qu'ils soient toujours lus, et que ceux-là, en revanche, on les affecte à des tâches plus actives. Ça n'est pas la même chose que la rationalisation, justement, par rapport à des enjeux d'aménagement du territoire. Après, on pourrait aussi décider de se dire, on considère que c'est un enjeu majeur en termes de sociabilité, en termes de démocratie, en termes d'égalité des Français face aux services publics, et donc on investit à fond perdu pour laisser des trésors publics, par exemple, ouverts des journées entières avec personne qui vient en guichet. Je ne suis pas certain que ce soit tout à fait possible en l'état actuel des choses. Il y a des solutions mixtes mais ce sont deux rationalisations différentes. Consiste à dire la Poste peut faire des choses autres que de distribuer du courrier, que peut-être dans les trésoreries, qu'on peut essayer l'idée qu'on peut avoir dans les trésoreries des activités complémentaires pour justement avoir une taille suffisante pour garder. Non, mais bien sûr. Pour garder. Vous avez raison, mais une présence physique. On se heurte aussi à des aspirations contradictoires des gens, à la fois les agents du service public et les Français. Parce que regardez l'exemple de ce conducteur de train qui a abandonné son convoi parce qu'il estimait qu'il avait fait ses horaires. C'est quelque chose qu'on aurait eu de la peine à imaginer il y a 15 ans, il y a 20 ans. Peut-être qu'on a perdu du sens aussi, on a perdu le sens du travail, parce que c'est ça aussi qui se joue dans les services publics. Oui, mais de part et d'autre, justement, à la fois dans les administrations et dans les attentes des Français. On veut des choses contradictoires. Quand on a des demandes qui sont contradictoires, ou quand on a l'impression qu'on vous demande de remplir des tableaux et qu'en fait ça n'a pas de sens réel avec la réalité, évidemment on perd le sens du service public, et c'est de là aussi que naissent beaucoup de souffrances au travail. On l'a vu avec un certain nombre d'exemples à l'hôpital, où on voit les soignants qui sont obligés de renseigner beaucoup de chiffres, de choses, etc., alors qu'ils n'ont pas le temps de faire l'essentiel, c'est-à-dire de s'occuper dignement des gens. Il y a effectivement mis en place ces 15-20 dernières années des modes de gestion du service public qui ont été importés du privé, on appelle ça le New Public Management, où finalement on veut rationaliser, et pour rationaliser, il faut, ça c'est le grand mot, objectiver. Et pour rendre les choses objectives, il faut les transformer en chiffres. Alors on invente des indicateurs qui parfois n'ont pas de sens avec le réel, parce qu'ils sont souvent construits sans rapport avec le travail vraiment effectué, avec les gens qui sont vraiment là en face et qui ont besoin du service public. Il faut sortir de cette logique qui est une logique de fausse rationalité. Il y a des choses rationnelles, des choses objectivables, mais qui ne le sont pas forcément dans un tableau Excel. Alors on va poursuivre. Je voudrais juste qu'on s'interroge sur ce que compte faire l'exécutif, parce qu'il a des intentions, il les a déjà exprimées, peut-être un peu contradictoires justement. Je vous rappelle qu'il y a le programme Action publique 2022, lancé au début du quinquennat, et que son objectif est d'arriver à 100% des démarches administratives dématérialisées d'ici à 2022. Pourtant, souvenez-vous des propos d'Emmanuel Macron pendant le grand débat. Il avait toute une théorie autour des fonctionnaires de guichet qu'il voulait faire revenir au plus près des Français. C'était dans l'heure en janvier dernier, c'était sa première intervention. Écoutez. On a perdu et on a fermé, moi ce que j'appelle souvent les fonctionnaires de guichet, ceux qui voient les gens et qui ont ça en commun avec vous, plusieurs l'ont dit, qui sont à portée d'engueulade. Et donc ce sont des gens qui cherchent des solutions parce qu'ils ont besoin d'en trouver, parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui ont des problèmes. Et on a préservé beaucoup d'emplois de gens qui sont peut-être plus protégés des réalités directes.
Donc on a peut-être trop de fonctionnaires de circulaire et pas assez de fonctionnaires de guichet. Trop de fonctionnaires de circulaire et pas assez de fonctionnaires de guichet. Éric Joly. Je pense qu'effectivement, il y a un problème, parce que les fonctionnaires de circulaire, ça veut dire aussi, et c'est le point qu'on a évoqué très rapidement, la multiplication des normes et la complexification, puisqu'ils sont là pour ça. Et donc, ils produisent des réglementations, normes, des réglementations qui sont de plus en plus compliquées et donc qui posent de plus en plus le problème de leur application et d'un contact humain ou d'une aide. Et on le disait tout à l'heure, parfois on ne sait même pas quelle est la règle applicable. Hein, et la présence physique ne suffit pas parce que le problème est d'abord celui de la règle applicable. Après, je pense qu'on ne peut pas comparer tous les services publics. Et c'est certain que dans les hôpitaux, le besoin de présence humaine et de temps pour s'occuper des malades, c'est quand même différent du problème de la feuille d'impôt et de la règle applicable à la feuille d'impôt, même si c'est assez émotionnel parfois le côté des impôts. Néanmoins, on peut penser on peut régler... On en meurt moins vite. Comment ? On en meurt moins vite. Oui, et on peut se remettre de quelques émotions qu'à l'hôpital. Voilà, donc il faut peut-être aussi ne pas généraliser, globaliser. La difficulté du service public, c'est son extraordinaire hétérogénéité. Et donc on parle de choses comme si elles étaient toutes identiques, alors qu'en réalité, mais on en revient à une difficulté politique que personne n'a résolue, et pas plus le nouveau monde que l'ancien monde. On a besoin de refonder la démocratie sociale française, parce que pour faire ce dont parlait Monsieur Macron, justement, plus de fonctionnaires de guichet et moins de fonctionnaires de circulaire, il faut avoir des interlocuteurs en face qui soient prêts à mener une réforme intelligente. Et je suis d'accord avec ce que vous disiez. Il suffit pas de dire qu'on rationalise ou d'importer je ne sais quelle méthode de management pour que ça produise les effets recherchés. Qui sont ces interlocuteurs qui ne... Des syndicats qui soient capables de jouer le jeu, justement, par rapport à l'intelligence des situations. Mais on voit que là, il y a beaucoup d'acteurs dans le débat français qui sont figés sur des positions, qui campent sur des postures où ils aimeraient que le monde soit comme il était il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Sauf que la population, elle n'est plus répartie sur le territoire français de la manière dont elle l'était il y a 20 ans. Il y a des choses qui ont changé. Et le problème, c'est que tout le monde se plaint, d'une certaine manière, qu'on n'ait pas adapté la structure de l'État à ces changements. Mais dès qu'il s'agit d'essayer de le faire, et bien souvent, il y a des gens qui se mettent en travers. Et donc, pour les politiques, c'est extrêmement difficile d'avoir le courage, parce que ceux qui se mobilisent le plus souvent ne sont pas justement le personnel soignant, par exemple, ou c'est la même chose dans le service public de l'audiovisuel. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que bien souvent, il y a des gens qui font leur travail, qui ont la passion de leur travail et qui vont continuer à la faire même quand on leur réduit les moyens. Et c'est ça le biais terrible des réformes de l'État en France, c'est qu'on les applique à ceux qui vont continuer à faire le travail et on réduit la structure à l'os, alors qu'il y a un mauvais gras à côté de gens protégés, comme le disait M. Macron. Mais maintenant, quelle conclusion n'a-t-il tiré ? Aucune. Moi, je pense que peu de gens sont protégés. Je pense qu'il y a certainement beaucoup de gens qui sont mal employés et à des tâches qui ne sont pas forcément les plus utiles socialement. Mais je voudrais revenir par rapport à ce qu'il a dit, Monsieur le Président de la République, par rapport au fait de remettre des fonctionnaires de guichet. Parce que moi, ce que j'observe dans la politique qui est vraiment mise en place, c'est-à-dire qu'on a quand même une administration qui souhaite normaliser, qui souhaite rationaliser par le fait d'objectiver, produire des normes, et après les faire appliquer, voire les faire vérifier, les faire contrôler par le privé. Et ça, je crois que c'est extrêmement dangereux. Je vais vous donner un exemple. On a parlé beaucoup de formation professionnelle. Il y a un vrai enjeu dans cette période de transition de notre économie pour accompagner et donc les gens qui vont devoir changer d'emploi par la formation professionnelle. On a mis en place un système où on a cassé le service public, notamment le service public qui était un outil extraordinaire, je pense à l'AFPA. Dont on a réduit drastiquement le budget parce qu'on va tout faire passer au privé. Donc moi, j'attire l'attention sur le fait de dire qu'il faut rénover le service public, il faut mieux l'adapter. D'une part, il y a une volonté des gens, des usagers, de participer à la confection de ce qu'il leur est proposé pour que ce soit le mieux adapté possible. Mais il ne faudrait pas que, sous couvert d'une meilleure, d'une soi-disant meilleure rationalité, on passe au privé. Sauf que l'AFPA, ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné. Bien sûr que si, et ça fonctionnait avec un certain nombre de choses qui étaient extrêmement pointues, et même beaucoup de boîtes privées de la formation louaient les plateaux techniques de l'AFPA. L'exemple de la Poste, 30 secondes. L'exemple de la Poste montre qu'on peut évoluer, y compris en restant dans le secteur public, par une négociation avec les organisations syndicales et l'entreprise. La Poste s'est profondément transformée, ses métiers se transforment, il y a eu des fermetures,
mais il y a eu aussi des développements Et d'activités. puis si après on fait des procès contre les dirigeants d'entreprise contraints de mener à bien des réformes... sous-traitance trop importante. Et on doit s'arrêter là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. C'est la fin de cette émission.